Et donc la présentation suivante va être assurée par le docteur Marie-Louise Frémont et le docteur Michael Ménager et s'intitule Inflammation pulmonaire et interféronopathie de type 1 à l'échelle de la cellule unique. Bonjour à tous, je suis Marie-Louise Frémont, donc je suis pédiatre dans le service d'immunologie et rhumatologie pédiatrique ici à l'hôpital Necker, centre de référence pour les rhumatismes inflammatoires et maladies auto-immunes de l'enfant. Et j'ai la grande chance d'avoir un temps protégé pour la recherche ici à l'Institut Imagine grâce à un financement de cet institut. Et donc je fais cette présentation avec le docteur Michael Ménager qui est chef de groupe ici à l'Institut Imagine et directeur aussi du LabTech Single Cell à Imagine. Donc on va essayer de faire cette présentation vivante parce que c'est la dernière de la journée et vous avez été patient jusque-là. Donc aujourd'hui on va vous parler d'interféronopathie de type 1, donc c'est des maladies génétiques rares. Ce qui est important de savoir, c'est qu'elles sont dues à un excès d'interféron. Alors, qu'est-ce que c'est l'interféron ? C'est une protéine que nous tous ici, nous sécrétons quand on a un virus, typiquement la grippe. Puis on en a pas mal entendu parler également avec le Covid. Et il faut imaginer que ces patients, ils ont de façon permanente une production d'interféron par différents mécanismes moléculaires. On ne va pas rentrer dans les détails aujourd'hui. Et donc, il faut imaginer qu'ils sont dans un état pseudo-grippal de façon permanente. Alors, c'est des maladies décrites par le professeur Yannick Rowe il y a une dizaine d'années, dans le laboratoire duquel je travaille ici à l'Institut Imagine. Mais si on reprend l'histoire, c'est des maladies qu'on connaît depuis une quarantaine d'années. Et là, on va encore parler de notre GHU, puisqu'il est à l'honneur dans ces maladies, puisque ce sont deux neuropédiatres français, Jean Ecardi et Françoise Gouttière, qui ont décrit la première interféronopathie donc en 1984, le syndrome d'Ecardi-Gouttière, que certains connaissent peut-être de nom, qui est une maladie essentiellement neurologique, mais également avec des lésions cutanées. Aujourd'hui, on connaît à peu près une quarantaine de maladies rattachées à ce groupe de maladies génétiques. Et de façon un petit peu surprenante, depuis maintenant 2014, on s'est aperçu que certaines de ces maladies, uniquement 2, ont une atteinte pulmonaire. Ce n'était pas quelque chose à laquelle on s'attendait. On a été nous-mêmes les premiers surpris. Et ces maladies s'appellent la première, le SAVI, décrite en 2014 à la fois par un groupe américain et puis par un groupe ici français, un travail collaboratif dirigé par le docteur Frédéric Rieux-Leca. Et puis une deuxième maladie de ce groupe des interféronopathies, le syndrome COPA, décrit en 2015, a également une atteinte pulmonaire. Comme vous le voyez sur ces images, ça peut donner des choses vraiment terribles au niveau du poumon. Là, vous voyez, ce poumon-là, il y a des trous dedans. Donc, il faut s'imaginer que cette personne ne peut plus respirer normalement, a de l'oxygène la nuit. Et dans ces deux maladies, c'est vraiment le poumon qui est la cause de la morbidité, donc c'est-à-dire de la moins bonne qualité de vie au quotidien et de la mortalité. Et on a connaissance de donc, plusieurs patients qui sont décédés de cette atteinte pulmonaire et certains qui ont été greffés. On estime qu'il y a moins de 200, en tout cas moins de 150 patients dans le monde qui ont ces maladies-là. Et on a la chance ici à Necker de regrouper des cohortes de patients à la fois SAVI et COPA. Alors les nombres restent petits, mais on connaît à peu près une quinzaine de patients. Donc ça fait qu'on a une bonne expérience de ces maladies-là. Et puis ici, vous avez 2 bouts de poumon. Et vous voyez que ça se ressemble un petit peu, les images pulmonaires se ressemblent.
Et alors pourquoi ça se ressemble? Eh bien parce que en fait il y a un lien entre les protéines mutées dans ces deux syndromes qui s'appellent COPA et STING. Et je vais vous mener à travers ce chemin-là. Alors qu'est-ce que c'est STING? Ce n'est pas que le chanteur de rock, c'est cette protéine-là qui est une protéine essentielle dans la reconnaissance des virus étrangers dans notre cytosol. Et pour faire cela, STING est une protéine qui voyage de deux compartiments de notre cellule, du réticulum endoplasmique ici en orange jusqu'au Golgi, qui est un autre compartiment de nos cellules, pour produire l'interféron dont on parlait. Et ce qu'on a pu prouver au laboratoire, et ce qui a été prouvé par 3 autres équipes dans le monde, donc on est sûr de notre coup, c'était pas juste une lubie de notre part, c'est que COPA, qui est ici dans ce complexe, est chargé de ramener STING à la maison pour éviter que cette voie-là soit activée de façon permanente. Et quand COPA ne fonctionne pas chez les patients, eh bien STING reste dans le Golgi, habite là de façon permanente et sécrète de l'interféron. Donc là, on était en 2020, on était très contents de nous, entre guillemets. On avait compris un lien physiopathologique entre les deux maladies, mais on n'avait toujours pas compris l'origine de l'atteinte pulmonaire. L'une des premières questions, c'est pourquoi uniquement ces deux maladies-là et pas les autres, comme le syndrome des Cardi-Gouttières. Et puis une autre question qui est peut-être plus importante quand on pense en termes de traitement, c'est quelles sont les cellules impliquées. En effet, je vous ai dit que certains patients ont été transplantés du poumon. Or, si ce sont des cellules non pulmonaires qui sont atteintes, on risque d'avoir une récidive de la maladie sur un poumon transplanté. Et ça, c'est quelque chose qui serait à prendre en compte par les équipes de transplantation. Donc, c'est pour ça qu'on a eu l'idée, avec Michael Ménager, de faire une étude de l'origine de l'inflammation pulmonaire à l'échelle de la cellule unique. Et je vais lui laisser la parole maintenant. Et cela est possible grâce à nos cohortes uniques de patients et aux tissus et aux cellules qu'on a pu banquer ici à l'Institut Imagine. Merci beaucoup pour cette introduction sur les pathologies. Donc, du coup, là, je vais faire un petit aparté sur une technologie, la technologie single cell ou l'analyse des gènes en cellules uniques. Et vous verrez que ce qui est intéressant, c'est donc là, avec Marie-Louise, on va essayer de l'appliquer à une pathologie en particulier, mais c'est des techniques qui peuvent s'appliquer à l'ensemble des maladies rares et a fortiori à l'ensemble des pathologies. Donc ce qu'on essaie un peu de faire avec mon équipe à Imagine, c'est des sortes de preuves de concept sur des maladies à petite échelle jusqu'à présent, et ensuite potentiellement de l'élargir à plusieurs pathologies. Donc en fait, le single cell, ça veut dire quoi? Donc single cell pour cellule unique. Faut savoir qu'à peu près jusqu'en 2013, quand on analysait l'expression des gènes entre patients, quand on analysait l'expression des gènes entre des individus sains et des patients, donc on le faisait dans des tubes à essai, et donc l'expression des gènes, c'était des moyennes de centaines de milliers, voire des millions de cellules. Donc quand on trouvait des défauts, quand on trouve des défauts d'expression de gènes entre patients, soit entre différents patients, soit entre patients individus sains, ce sont des moyennes sur des centaines de milliers, voire des millions de cellules. Depuis 2013, démocratisé, industrialisé en 2015 et 2017, on a la capacité maintenant d'aller analyser l'expression des gènes cellule par cellule. Donc je vais d'abord vous décrire cette technologie et ensuite ce qu'on a essayé d'en faire à l'Institut Imagine après avoir mis en place pour enfin revenir sur le projet qui nous intéresse et voir comment on pourrait mettre en place cette technologie de l'expression des gènes au niveau cellule unique. Donc en fait, on part d'une suspension de cellules qu'on obtient soit à partir de sang, soit à partir d'une biopsie de tissu. Et donc, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on va utiliser la microfluidique. Donc, c'est des techniques qui ont été développées par des industriels. Donc, on va mélanger les cellules dans une solution aqueuse avec de l'eau, avec des petites billes magnétiques et également tout un tas de réactifs chimiques. Ces microcapillaires font environ 70 microns. Et donc, en fait, on va traverser cette solution aqueuse par une solution d'huile. Et donc, avec l'hydrophobicité, on va casser cette solution aqueuse en micro-gouttelettes d'eau. Et donc en fait, ce qui est super intéressant, c'est qu'on va passer d'un tube d'environ Eppendorf d'environ 5 cm de longueur à un tube à essai qui maintenant va être une gouttelette d'eau. Et donc l'idée, c'est que dans chaque gouttelette d'eau va se retrouver emprisonnée une cellule, une bille magnétique et tout ce qu'il faut pour extraire le matériel génétique et ensuite l'amplifier. Donc on va pouvoir ainsi analyser l'expression des gènes d'environ jusqu'à 10 000 cellules par patient. Donc, on isole les cellules, on extrait le matériel génétique, on le barcode, on l'amplifie,
Et ensuite, comme on peut le faire pour le génome ou avec les techniques classiques, on va aller séquencer le code barre. Et donc la différence, c'est que dans chaque cellule, il va y avoir un code barre cellule. Donc à chaque fois qu'on va lire et qu'on va dire ce gène-là, le gène A, on va être capable de dire ce gène A est attribué à la cellule 1, le gène B à la cellule 2, etc. etc. Et donc c'est comme ça qu'on va pouvoir avoir un niveau de précision jamais égalé jusqu'alors en recherche. C'est-à-dire vraiment, on va regarder l'expression des gènes cellule par cellule. On regarde l'expression des gènes les plus exprimés. Donc maintenant, comment ça marche? Qu'est-ce que l'on fait? Donc c'est ce qu'on appelle, on génère des milliers, voire des millions de données sur des sortes de tableurs Excel. Et donc la façon d'analyser ces cellules, en fait, c'est des techniques qui ont été mises au point par des bioinformaticiens. Donc là, par exemple, on va positionner sur un graphique à 2 ou 3 dimensions les cellules les unes par rapport aux autres. Il faut voir que chaque point ici est une cellule, que là, on va regarder l'ensemble des cellules du sang d'un patient, par exemple. Et donc, ces cellules vont former des clusters en fonction de leur profil d'expression. Plus les gènes vont être similaires, et donc plus les cellules vont être proches les unes d'entre elles et former un cluster. Donc là, en fait, on établit une sorte de carte cellulaire des cellules du sang, avec chaque cluster de cellules correspondant finalement à un type cellulaire que l'on connaissait déjà. Donc ça, c'est la façon d'analyser ces données single cell. Ensuite, une fois qu'on crée ces cartes cellulaires, comment on va pouvoir les exploiter par rapport aux patients? Donc ça a été le travail de mon équipe de recherche depuis qu'on s'est installé à l'Institut Imagine, après avoir mis au point la technologie. Donc en fait, on s'est dit au départ que peut-être qu'en regardant ces différents clusters de cellules, lorsqu'on a comparé ces cartes cellulaires entre individus sains et patients, peut-être qu'on allait mettre en évidence l'apparition de clusters de cellules que l'on pourrait dire spécifiques de la pathologie, c'est-à-dire qu'un cluster de cellules que l'on ne trouverait jamais chez les individus sains. Et donc, si tel était le cas, c'est très intéressant parce que d'un point de vue analyse bioinformatique, on peut extraire une sorte de signature moléculaire de ce cluster de cellules, parce que ces cellules, si elles sont ensemble, c'est qu'elles ont un profil d'expression des gènes similaire et assez différent des contrôles. Donc, peut-être une extraction de biomarqueurs beaucoup plus rapide. Et on peut aussi aller voir quelles sont les voies moléculaires en cause et dérégulées. On s'est aussi dit que peut-être qu'on allait pouvoir mieux stratifier les patients, c'est-à-dire que des patients qui peuvent présenter des signes cliniques assez homogènes, est-ce que finalement, au niveau de leur profil cellulaire, ils sont absolument identiques ou ils présentent des différences? Et on a aussi la chance de pouvoir analyser ces profils de cellules avant et après traitement, pour voir dans le cas, par exemple, de la présence d'un cluster de cellules pathologiques, est-ce que ce cluster de cellules reste ou pas après le traitement? Donc là, je vais vous présenter une sorte de cas pratique pour vous montrer, notamment en collaboration avec le laboratoire du Dr Yannick Roux et de Frédéric Rioloca, un travail qu'on a déjà réalisé sur ces patients SAVI, sur cellules du sang. Donc, l'autre intérêt du single cell, c'est que pour les maladies génétiques rares, finalement, même si on a peu de patients, vu qu'on peut extraire des données cellule par cellule, si on a 5 patients et des données pour 10 000 cellules, on va avoir 50 000 finalement échantillons avec lesquels on va pouvoir travailler, et chaque cellule de patient peut se comparer entre elles. Donc c'est aussi une technique, je pense, qui marche assez bien sur les maladies rares. Donc là, on a 5 patients avec des mutations dans STING, avec des prélèvements avant et après traitement, des individus du sang, donc cellules du sang, des cellules du sang d'individus contrôle adultes et pédiatriques. On a réalisé des analyses single cell. On a regroupé toutes ces cellules sur des clusters et on a essayé de regarder de façon assez fine. Donc là, on va se concentrer sur un type cellulaire qu'on appelle les cellules monocytes, macrophages et cellules dendritiques. Donc vous avez 3 groupes. Les individus contrôle, les patients SAVI, avant et après traitement. Et donc là, vous voyez, juste en se focalisant sur des types cellulaires, qu'on retrouve ce que l'on avait supposé au départ. On retrouve chez ces patients SAVI une sorte de cluster de cellules qui est pratiquement exclusivement composé de cellules de patients SAVI. Pratiquement aucune cellule saine ne vont dans ce cluster. Et surtout, de façon très intéressante, ces cellules semblent finalement ne plus trop aller dans ce cluster après traitement. Donc une fois qu'on a un tel cluster, on s'est ensuite intéressé, peut-on sortir des biomarqueurs, peut-on comprendre les voies moléculaires déréglées spécifiquement dans ces cellules qui semblent spécifiques de la pathologie. Donc ça, ce sont des travaux réalisés notamment par Camille de Sevin en thèse dans le laboratoire, en collaboration avec tous les membres de l'équipe. Et donc on s'est notamment aperçu que dans ce cluster de monocytes, il y avait une voie anormale qui s'appelle Unfolded Protein Response. En gros, à un moment donné, les protéines ont du mal, les protéines mal formées ont du mal à être évacuées. De façon plus intéressante,
là, on a analysé les cellules de tous les patients SAVI ensemble. On voit cette voie moléculaire qui est dérégulée. Et donc, comme c'est des technologies où on identifie la cellule et on sait précisément à qui appartient chaque cellule, une fois qu'on a observé cette voie moléculaire dérégulée, que l'on appelle ici UPR, on a été regardé patient par patient. Et donc, si on se concentre ici sur cette ligne, vous voyez que sur nos 5 patients SAVI, on a une forte augmentation de cette voie UPR anormale chez 4 patients sur 5, mais non pas chez ces 5 patients. Donc c'est là aussi l'intérêt du single cell, où on va vraiment rentrer dans la recherche personnalisée. Et donc on s'est posé la question, comment se fait-il que chez nos patients SAVI, il y ait une patiente chez laquelle il n'y ait pas d'anomalie sur cette voie? Donc ensuite, on est revenu, et donc c'est une famille qui avait été, comme l'a décrit Marie-Louise, déjà publiée en termes de la ségrégation et l'identification de la mutation dans la famille. On est revenu sur les données génétiques avec l'équipe de Frédéric Rioloca, notamment sur les exomes, et on s'est dit, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir des mutations dans certains gènes qui sont connus pour réguler cette voie, spécifiquement chez cette patiente? Et donc, cela nous a permis d'identifier une mutation dans un autre gène, PERC, qui contrôle cette voie de l'UPR, et cette mutation semble être transmise par sa mère. Donc finalement, grâce au single cell, en plus d'essayer d'avoir des nouvelles pistes de recherche, on passe vraiment dans une sorte de recherche/médecine personnalisée. Donc maintenant, on a une histoire familiale où il y a une mutation activatrice de STING qui est transmise par le père, une mutation dans PERC transmise par la mère. Et ce qui est intéressant, c'est quand on compare d'un point de vue clinique avec un retour avec le clinicien, la patiente P1 par rapport à son oncle P2, en plus de signes classiques du SAVI, elle aurait des signes d'auto-immunité. Et donc maintenant, on est en train d'investiguer les liens entre mutation activatrice de STING, absence de dérégulation de cette voie et présence d'auto-immunité. Donc voilà une sorte d'exemple. Et donc on a ces preuves de concept réalisées sur plusieurs pathologies au sein de l'équipe. Donc on pense que c'est vraiment très prometteur. Maintenant, ce que l'on propose de faire avec Marie-Louise, c'est que donc là, je vous ai dit, c'était sur des cellules du sang. D'un point de vue technologie, maintenant, on a la possibilité de réaliser ces études d'expression des gènes au niveau cellule unique sur biopsie de tissu. Donc là, on est très intéressé maintenant de pouvoir regarder l'expression de ces gènes, cellule par cellule, et de garder l'information spatiale, l'information géographique. Parce qu'en combinant les voies dérégulées plus la présence ou l'absence des cellules et les positionnements des cellules entre elles, on pense que l'on peut vraiment faire des avancées assez conséquentes sur cette pathologie. Enfin, comme je le disais, c'est une preuve de concept. Ce qu'on essaye de faire aussi au sein de l'Institut Imagine et au sein de l'équipe, c'est que finalement on se dit qu'en établissant des cartes cellulaires grâce à ces techniques single cell pour beaucoup de patients, derrière nous on est en train de développer aussi des sortes d'algorithmes d'intelligence artificielle pour essayer de comprendre si un patient est déjà passé à Imagine pour lequel on a généré une carte cellulaire, est-ce que par hasard il ne serait pas proche d'un autre patient déjà vu à l'Institut Imagine? Donc au lieu de faire des clusters de cellules, maintenant on essaye de faire des clusters de patients basés sur des données moléculaires. Et donc si par exemple un nouveau patient entrant, donc on a des diagnostics cliniques classiques, des diagnostics génétiques. Si vous étiez déjà là ce matin, ces données sont déjà très bien utilisées par Dr. Warehouse pour faire un clustering de patients au niveau clinique. Ce que l'on propose maintenant, c'est d'essayer de faire dans le futur un clustering des patients aussi au niveau moléculaire. Et l'intérêt, quel est cet intérêt? Si on retrouve un patient qui clusterise avec d'autres patients parce que, par exemple, il a un problème au niveau de la voie TNF, alors on peut revenir vers les cliniciens et leur dire qu'il faudra plutôt mettre un traitement anti-TNF plutôt qu'un traitement anti-L1 si plusieurs traitements existent dans la pathologie. Donc on pense que ces techniques sont assez prometteuses. Voilà, si on revient à notre projet, on veut vraiment allier deux chances que l'on a. C'est d'abord des cohortes uniques de patients. Donc je vous ai déjà parlé de ces prélèvements précieux que l'on a. Mais également la possibilité d'avoir accès à ce qu'on pourrait qualifier de prélèvement contrôle. Alors, on ne fait jamais une biopsie pulmonaire chez un individu sain, mais on peut le faire parfois en contexte non inflammatoire, par exemple pour une malformation. On serait également intéressé d'avoir accès à d'autres tissus pulmonaires de patients qui ont des maladies polyfactorielles, mais où il y a un excès d'interférons. Et là, je pense en premier lieu au lupus, mais aussi à certaines formes de dermatomyosite. Et puis, notre deuxième atout, c'est cette technique de pointe dont vient de vous parler Michael.
Et vraiment, notre idée là, c'est d'utiliser ces maladies très rares comme modèle d'étude, donc de ces maladies plus fréquentes dont je vous ai parlé, lupus, dermatomyosite, où il peut y avoir une inflammation pulmonaire médiée par les interférons, et également mieux comprendre la fibrose pulmonaire. Donc le premier objectif, on vous l'a donné, c'est d'identifier les cellules pulmonaires ou plutôt du sang impliquées, puis les molécules impliquées, avec éventuellement d'autres voies de l'inflammation, mais aussi trouver les voies qui mènent à la fibrose. La validation future de ces résultats sera nécessaire dans des modèles in vitro. Et là encore, on s'appuiera sur les prélèvements précieux de patients et on sera capable de dériver des modèles à partir des cellules du sang de patients. Et vraiment, le but ultime, c'est d'identifier des nouvelles molécules cibles qu'on pourrait bloquer, avec l'idée de servir pas seulement nos patients rares, mais également des maladies beaucoup moins rares comme le lupus. Donc voilà, c'est vraiment notre projet et débute, mais c'est vraiment l'espoir de nouvelles pistes thérapeutiques pour ces maladies rares, mais vous l'avez vu au cours de cette journée que le rare peut aider le plus fréquent et vice-versa. Et voilà, donc je remercie bien sûr Michael, plusieurs laboratoires de l'Institut Imagine en tant que tel, et puis tous les cliniciens, les chirurgiens qui nous aident à mener ce projet à bien, et puis vous pour votre attention. Merci beaucoup. Il y avait des moments où on était près du vertige. Est-ce qu'il y a des questions dans la... Juste faire un commentaire. Merci infiniment. Le travail de Michael, on le connaît. Ton travail, on le connaît. C'est fantastique, quoi. On va de plus en plus avancer au niveau cellulaire. Enfin, c'est formidable. En faisant, à partir de signatures cellulaires, si on veut schématiser les choses, de recouper pour revenir au patient après, c'est super. Il faudra aussi, avec Nicolas, à partir non pas de maladie, mais d'un symptôme. Parfois, on a un seul symptôme qui permet, on voit, enfin, j'ai parlé de ma discipline, la dermatologie, on sait combien on peut avoir un symptôme particulier qu'on va rencontrer dans des maladies différentes, et à partir de là aussi, revenir pour pouvoir se dire, là, il faut le prélever, il faut être attentif pour nourrir la banque, finalement, à partir d'un symptôme même unique, particulier, pour avancer, quoi. Ouais, non, mais c'est par rapport à ce que on peut déjà faire avec Dr. Warehouse sur le data mining, sur juste les signes cliniques. Là, il faut voir que l'idée, c'est que on va rajouter finalement des signes qui ne vont pas être cliniques mais moléculaires, et que donc on espère qu'un jour on pourra dire essayons de rassembler les patients qui vont avoir symptômes, enfin de la fièvre, fibrose pulmonaire et dérégulation de la voie d'apoptose et absence de la voie UPR. Et donc là on peut imaginer qu'on sera à un niveau de précision pratiquement ultime. On aura les données cliniques, les signes cliniques qui seront très très bien définis et stratifiés, combinés aux défauts moléculaires. Et là, on sait que si on a le défaut moléculaire et qu'on a les signes cliniques, entre guillemets, on a beaucoup plus de chances d'apporter le bon traitement. Et donc, on pourra finalement redéfinir un peu la nosologie, c'est-à-dire qu'au-delà, comme tu disais, de parler d'une pathologie, on pourrait se concentrer sur un symptôme. Plutôt que d'une pathologie, on pourrait dire maintenant le symptôme X, fibrose pulmonaire, quelles que soient finalement les pathologies dans lesquelles ils apparaissent, à quelle signature moléculaire et autres signes cliniques on pourrait les associer. Ouais, et puis faire aussi des banques de données de cellules différentes. Par exemple, dans nos maladies, dans ces maladies-là, la cellule endothéliale joue un rôle essentiel. Le fibroblaste aussi. Enfin, tu vois, qu'il y ait une espèce de panel, une banque très large de toutes les cellules qui, isolément ou en interaction, voilà, sont des acteurs essentiels. Voilà. Et donc ça fait partie Il y a déjà des initiatives mondiales qui existent. À un moment donné, je crois qu'il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années maintenant, il y avait une initiative mondiale pour séquencer le génome humain, où beaucoup de laboratoires se sont mis ensemble. Maintenant, il y a une initiative pour réaliser une sorte de cartographie de l'ensemble des cellules du corps humain, cellule par cellule, organe par organe. Ça s'appelle le Human Cell Atlas, donc l'atlas des cellules du corps humain. Pour l'instant, c'est fait sur des personnes non atteintes de pathologie. Nous, l'idée, c'est qu'Imagine, on le fait déjà,
pour les pathologies, et on pourra s'appuyer sur des atlas de référence et faire toutes ces cartographies. Donc finalement, là, l'idée, c'est de mettre au service une technologie et des idées au bénéfice de toutes ces pathologies rares et de toutes les pathologies finalement. Je ne sais pas s'il y a d'autres commentaires. Je veux dire qu'il y a moins de personnes dans la salle, mais il y en a connectées, et qu'il va y avoir un replay, en fait, parce que c'est trop intéressant pour que le plus grand nombre n'en bénéficie pas de ce type d'exposé. Oui, je voulais savoir quel volume de données ça supposait derrière, et si on veut généraliser, qu'est-ce que ça pourrait donner en volume de données. Ouais. Donc du coup, on parle de la donnée à plusieurs niveaux. On va prendre l'exemple d'un échantillon biologique, génération de librairie d'environ 10 000 cellules. La donnée brute qui va être générée et sortie d'un séquenceur, on est aux alentours, j'allais dire, de 250 gigabytes pour un... Ensuite, cette donnée, une fois qu'elle est processée, on a une taille qui devient tout à fait correcte. Par contre, ce qui est compliqué, c'est que finalement, si on mettait un tableur Excel, on aurait finalement des millions de cases, 10 000 cellules analysées pour 22 000 gènes. Et donc, on rentre vraiment dans le big data. C'est pour ça qu'on est obligé de se faire accompagner de processus mathématiques et bioinformatiques. Donc ça, c'est le premier point, avec plusieurs équipes dans le monde, et ici, Imaging travaille sur des techniques. Et pour ces projets d'intégration et de comparaison des différents patients entre eux, on est conscient qu'une des voies, c'est de s'appliquer sur les processus d'intelligence artificielle et de machine learning. C'est-à-dire qu'un peu, une fois qu'on génère, nous, les cartes cellulaires et moléculaires, on travaille aussi avec des mathématiciens pour essayer de leur dire, finalement, comment, à partir de ces millions de données, c'est là où le cerveau humain a ses propres limites, et on ne peut pas aller regarder tous les gènes dans toutes les cellules. On travaille sur des modèles mathématiques, avec aussi des modèles qui peuvent apprendre. Et c'est là où nos preuves de concept peuvent être importants pour essayer de générer des hypothèses à partir de l'ensemble de ces données. Mais ça fait partie des challenges. Il y a à la fois une volumétrie, comme vous l'avez énoncé, de stockage de la donnée, et il y a aussi des problématiques de processing de la data et de savoir comment l'utiliser. C'est pour ça que tout à l'heure, quand je disais qu'il y avait beaucoup d'initiatives pour financer les banques, les biobanking et les banques pour référer et avoir les échantillons biologiques, c'est extrêmement bien, et il le faut être extrêmement structuré. Mais il faut savoir qu'en parallèle, on a déjà des technologies qui sont extrêmement coûteuses, qui peuvent permettre d'explorer ces données, et il faut qu'on puisse aussi, en parallèle, développer des outils pour explorer au mieux toutes ces banques de données qui sont mises en place. Ouais. Je pense qu'aussi, on aurait pu continuer toute la soirée, mais si on n'a plus de questions, on va passer... Merci infiniment, merci beaucoup. Voilà, vous pouvez l'applaudir.